Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Très content de vous retrouver comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le lundi 23 décembre, la fin de l'année approche. Et la semaine dernière, on a eu pas mal de sang dans la rue, une correction assez importante sur Bitcoin, on va y revenir, mais surtout sur les altcoins. Alors j'ai vu beaucoup de gens douter, se poser la question, est-ce que c'était la fin du cycle? Est-ce que finalement on a déjà vu les plus hauts et on rentre dans le marché baissier? Ou alors est-ce que c'était finalement la dernière correction avant le mouvement parabolique, celui dont on parle déjà depuis plusieurs semaines? Eh bien c'est ce qu'on va essayer de déterminer ensemble aujourd'hui. Donc on se lance sans plus tarder sur les graphiques. Donc Bitcoin contre le dollar américain en weekly, vous avez l'habitude, et on voit cette semaine ici assez impressionnante. Donc on a fait un nouveau plus haut, c'était en début de semaine. Ensuite, on a eu l'annonce de la Fed, on pourrait y revenir juste après. Et à partir de là, le marché a fortement corrigé. Donc on a eu une clôture là weekly de presque moins 9% sur Bitcoin, ce qui est quand même assez important. Mais en même temps, si on prend du recul et qu'on voit rappelez-vous, hein, on est sorti de cette longue consolidation de l'été qui avait duré presque 8 mois. On en est sorti le 14 octobre. Ensuite, on a eu 2 semaines où on a un petit peu hésité. Et puis ensuite, il y a eu l'élection de Trump. Vous vous rappelez, on en a parlé sur la chaîne. Donc là, à partir du 4 novembre, on est parti vraiment en ligne droite. Et on a eu quand même une augmentation importante, hein. On est parti presque en ligne droite à 58% de performance. Donc effectivement, une petite correction comme on a eu, c'est tout à fait sain. Ça, c'est la première chose déjà qu'on peut dire en prenant du recul et en regardant le graphique. Alors, on va aller voir en journalier pour vous rendiez un petit peu mieux compte de ce qui s'est passé. Donc voilà, la grosse correction a eu lieu le mercredi, ensuite le jeudi et ensuite le vendredi. Donc on a vraiment eu 3 journées consécutives et ensuite le vendredi, la fin de journée, on a eu un rachat assez important. Là, au niveau des supports, eh bien, on voit que pour l'instant tout a tenu. Alors pas le support des 100 000, mais c'est normal puisque là en fait on est vraiment en train de consolider dessus. Par contre, on avait ici un support intéressant à 95 000 qui a bien joué son rôle. Là ensuite, hier, on est venu casser juste en dessous, mais vraiment c'est très léger. Et là, on voit que ça y est, on est reparti un petit peu à la hausse. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, bien sûr. Est-ce qu'on va finir l'année dans le rouge ou est-ce que cette semaine, ça va exploser et on va rattraper la perte de la semaine dernière? Donc ça, on fera le suivi là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là, on a vraiment tenu ce support. On est venu toucher ici la moyenne mobile 50 journalière, qui est un premier support. Mais en vérité, même si on avait cassé cette moyenne mobile, on pourrait redescendre jusqu'à 73 000, on pourrait aller chercher la moyenne mobile 200 sans dire que la tendance haussière est remise en cause. Donc c'est là que moi je veux vous donner un peu de perspective sur ce qui se passe. La moyenne mobile 200, ok, en exponentielle, il y en a qui la regardent en simple, mais c'est à peu près la même chose. Tant qu'on est au-dessus, on considère structurellement qu'on est dans une tendance haussière. Alors après, bon, il y a l'histoire des plus hauts et des plus bas plus hauts. Pour l'instant, c'est toujours le cas. Donc, sincèrement, là, on est sur une correction qui est vraiment. Oui, ça peut faire peur quand on est dans le moment, et surtout, on va voir sur les altcoins, ça a baissé beaucoup plus que 8%. Malgré tout, si on prend du recul, et c'est pour ça que je regarde toujours avec vous en weekly pour qu'on vraiment on ait la big picture du marché, eh bien, c'est une toute petite correction, c'est vraiment une petite respiration, et je vous dirais même qu'elle est bienvenue pour nous permettre vraiment Q1 l'année prochaine de partir très très fort. Donc voilà, on reviendra là-dessus. Au niveau de la dominance Bitcoin, je voulais vous montrer ça. On voit qu'elle a bien remonté et elle est venue hop, rechercher le niveau des 60% hein, qu'on avait déjà déterminé à l'époque. J'avais dit que c'était selon moi le plus haut de la dominance de Bitcoin sur ce cycle-là. Donc après ça, on avait eu, là vous vous rappelez, 3 semaines où les altcoins avaient monté très très fortement. Et ensuite, là depuis 2 semaines, on voit que la dominance est remontée. Donc on est venu toucher ce niveau des 60%. Et à mon avis, là, ce qui va se passer, c'est que là, on a fait un plus bas, et on a fait un plus haut. À mon avis, là, c'est ce qu'on est en train de faire, un plus haut, plus bas que le dernier ici. Donc ça peut être potentiellement le retournement de tendance de la dominance Bitcoin qu'on attendait pour dire, ça y est, là, on va vraiment passer en alt season. Donc voilà, c'est à suivre, c'est pas encore fait, mais c'est intéressant de voir ce qui est en train de se passer. Donc moi, ce que j'aimerais voir là pour la suite, ce serait vraiment, je vais prendre la flèche. J'aimerais voir, voilà, quelque chose comme ça, peut-être revenir ici, et puis là, vraiment descendre. Donc si on avait quelque chose comme ça, on pourrait dire que ça y est, là, on a vraiment un retournement qui est en train de se mettre en place, et on va avoir une dominance qui va chuter, et donc, forcément, ce que ça veut dire, c'est que la liquidité va aller chercher les altcoins suivantes, donc Ethereum, à mon avis, on va aller le voir rapidement.
Donc je reste en weekly. Lui aussi a pris quand même une belle correction. On parle de 17%. Donc là, vous voyez que ça commence à être plus important que ce qu'on a vu sur Bitcoin. C'est normal, il est moins capitalisé. On était venu, là, toujours pareil, on consolide, hein. On n'est toujours pas allé chercher les ATH. Et honnêtement, moi, je vous dirais, petite parenthèse, mais elle est importante, quand on se pose la question aussi d'un point de vue cyclique, si on est arrivé à la fin voilà, de ce bull run-là, bah, le fait qu'Ethereum, qui est quand même la deuxième plus grosse capitalisation crypto-monnaie, c'est un projet qui est, voilà, je veux dire, après Bitcoin, c'est lui qui est juste derrière. Alors il y a Solana, vous savez, j'adore Solana, qui a énormément monté dans les dernières années, qui a beaucoup plus performé qu'Ethereum là dans les 2 dernières années. Malgré tout, Ethereum garde vraiment une place importante et c'est vraiment quand Ethereum part qu'on a la all season parce que ça veut dire que globalement la liquidité de Bitcoin est en train de se déverser et qu'ensuite bah, on va voir ça ruisseler sur toutes les low cap et les middle cap entre les deux, vous avez compris. Donc Ethereum, super intéressant de se dire que bah, il a toujours pas marqué un plus haut, hein. Le plus haut qu'on avait atteint lors du cycle dernier, il était à allez, presque 5000 $. Donc pour moi, tant qu'on n'a pas cassé les 5000 $, ce serait vraiment surprenant que le cycle haussier soit terminé. Alors après, il peut se passer toutes sortes de choses, hein. Bien sûr, il peut y avoir une conjoncture particulière qui ferait que ça n'arrive pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est du béton armé, mais en tout cas, au niveau statistique et au niveau ce qu'on a l'habitude de voir sur les cycles, eh bien, je pense que ce serait vraiment très très surprenant et je ne prendrais pas un pari là-dessus parce que je pense que voilà, il y a beaucoup moins de chances que ça se produise. Donc pour moi, on a encore de la place. Donc là, spoiler alerte pour la suite de la vidéo, mais je pense que vous avez ma vision du marché déjà depuis plusieurs semaines, je vous tiens au courant là-dessus, donc vous n'êtes pas étonné que je vous dise, à mon avis, le cycle haussier, il n'est pas terminé. On va avoir un plus haut qui sera atteint l'année prochaine, ça j'en suis presque persuadé. Est-ce que ça sera sur le premier trimestre, le deuxième trimestre, troisième ou même quatrième trimestre, comme certaines personnes le disent? Ça, j'en ai aucune idée. Honnêtement, moi, je mise plutôt Q1. J'aimerais être sorti idéalement donc au mois de mars. Je suis prêt à repousser au mois d'avril si je vois qu'il y a encore un peu du jeu sur le marché. Mais c'est vrai que le bon vieil adage sell in May and go away, chaque année, je me dis ah, ça va être différent et chaque année, je me fais avoir. Au mois de mai, ça corrige fortement. L'été, il se passe rien, voire ça corrige. Et puis après, ça repart en automne. Donc, moi, cette année, vraiment, au niveau temporel, alors après, je vais regarder les graphiques, je vais regarder plein de choses, je ne prendrai pas juste ma décision là-dessus, mais au niveau timing, j'aimerais respecter ça, j'aimerais être sorti complètement de mes positions crypto au plus tard au mois de mars, et éventuellement avril, si je vois qu'on a encore du jeu et qu'on part sur les dernières bougies paraboliques. Éventuellement, je serais prêt à me repositionner sur le marché plus tard, mais ça serait après l'été, donc probablement septembre, octobre, peut-être pour jouer quelques trades là si on voit que le marché repart et que la tendance veut continuer. Mais voilà, en tout cas, vous avez mon analyse, mon approche au niveau cyclique de comment je le vois. Et tant qu'Ethereum pour moi n'a pas fait un plus haut, bah, je pense qu'on a encore de la marge. Alors, Solana, on va aller voir. Solana a corrigé aussi pas mal. Alors, par rapport à Ethereum, ça serait intéressant. Bon, 19%. Donc là, on voit, et c'est la première fois qu'Ethereum corrige moins que Solana. Donc ça, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant, attendez voir, je ne me suis pas trompé quand même. Non, c'est ça. Ouais, bon, c'est presque la même chose, mais c'est la première fois en tout cas, parce que jusqu'à maintenant, on le voit, hein, d'ailleurs graphiquement, c'est pas trop compliqué. Solana, depuis le début, il se comporte plus comme Bitcoin, c'est-à-dire qu'il va même chercher plus de performance à la hausse. Par contre, à la baisse, il descendait rarement plus que Bitcoin. Et Ethereum, pour le coup, c'était un peu l'inverse, il montait moins vite que Bitcoin, par contre, il descendait beaucoup plus vite. Donc là, pour moi, en tout cas, ça me confirme déjà visuellement qu'on a cette nouvelle tendance d'Ethereum qui est en train de se mettre en place. Je vous l'avais dit il y a plusieurs semaines, je pense qu'on a fait le bottom sur Ethereum et qu'à mon avis, là, ça y est, on va avoir un rallye d'Ethereum dans les prochaines semaines. Je ne serais vraiment pas surpris de ça. Je pense que Solana va continuer de monter, de bien performer, hein, ça j'en suis presque convaincu, mais je pense qu'on va avoir vraiment un rattrapage d'Ethereum par rapport à Solana et les autres projets de Layer 1. Donc voilà ce que je voulais vous montrer là-dessus. Si on va voir là, le Total Market Cap 3, donc vous savez le Total Market Cap 3, c'est finalement la capitalisation de tous les projets crypto si vous enlevez Bitcoin et Ethereum. Donc globalement, on enlève les deux plus grosses cryptos et là ça va nous donner vraiment le pouls du marché des altcoins. Et quand on parle de l'alt season, souvent
on va regarder le total market cap 3, éventuellement le total market cap 2 si vous voulez intégrer le prix d'Ethereum. Mais moi, c'est vraiment là-dessus que je me time et notamment sur ma stratégie de sortie. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous ai expliqué que c'est à partir du moment où on aura fait un nouveau plus haut sur le total market cap 3 que je vais enclencher tranquillement, pas vite, mais sortie, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a un moment donné où il faudra sortir de ce marché. Alors si on regarde au niveau du grand canal, là vraiment, là je prends beaucoup de distance, au niveau des objectifs qu'on peut aller chercher, moi je pense qu'on peut aller chercher l'extension de Fibonacci qui nous amènerait à 2,5 trilliards, donc sur le total market cap 3, et on voit qu'on est venu toucher la TH en fait, donc on ne l'avait pas dépassé, je me suis posé la question, est-ce que j'attaque pas, je voulais vraiment une clôture franche, et on voit que les 2 semaines suivantes ça a baissé, bon si j'avais pris des profits, probablement que j'aurais racheté le dip la semaine dernière, mais la vérité c'est que je suis resté tout simplement sur mes positions et c'est le mieux à faire dans ces moments-là. Si vous avez encore de la liquidité, bah, bien sûr, j'espère que vous avez profité du dip qu'on a eu parce qu'on a eu des prix super intéressants. On va aller voir quelques altcoins après. Mais si vous êtes sur vos positions et que vous avez comme moi la conviction que le cycle n'est pas terminé, eh bien c'est pas le moment de sortir, rentrer les portes de saloon, restez sur vos positions. Vous êtes probablement investi à ce moment-ci du cycle sur des projets sur lesquels bah, vous avez de fortes croyances, de fortes convictions, vous les avez vus performer dans tous les dips qu'on a eu depuis le début d'année. Donc voilà, je pense que c'est pas le moment de partir dans tous les sens. Et donc bah, je n'ai toujours pas eu mon signal sur la stratégie de sortie. Donc voilà, pour l'instant, ça reste cohérent par rapport à mon approche. Alors si on va voir maintenant ce qui s'est passé un petit peu sur les baisses, donc on va prendre quelques exemples. On va regarder Tao par exemple. Donc Tao, vous savez, c'est un des plus gros projets de la narrative intelligence artificielle. Donc on a eu quand même moins 21%. On était cherché jusqu'à moins 30%. On voit une belle bougie ici. Et vous vous rappelez même la semaine précédente, on avait déjà eu une forte correction sur Tao. Donc là, on commence à être sur des prix qui sont vraiment intéressants. Ne négligez pas Tao. Bon là, le graphique, il n'est pas très long parce que j'ai mis depuis le listing sur Binance, qui est pas si vieux que ça. C'était au mois d'avril 2024. Mais si vous allez chercher sur d'autres exchanges, par exemple KuCoin ou MEX, vous allez avoir un historique de graphique beaucoup plus long. Vous allez voir quand Tao était tout en bas ici. Mais là, on voit que pour l'instant, en tout cas, il a l'air vraiment de venir consolider sous cette résistance-là, finalement, qui est son ATH à lui, son petit ATH qu'il a fait au mois de décembre. En fait, je pense que l'ATH, selon les exchanges, ça a été au moment du listing parce qu'on était monté très haut. Mais voilà, là on a un projet qui peut aller chercher, à mon avis, relativement facilement les 2000 $ et on est en dessous des 500 $, donc intéressant. On a eu le secteur du gaming aussi qui a bien corrigé. Donc là, bah, mes top projets, je ne sais plus si j'en avais déjà parlé, mais on a Super et Beam qui sont, à mon avis, vraiment les leaders de ce cycle-là sur le gaming. On a eu un beau rabais de moins 32% sur Super. Et encore là, je prends juste la clôture journalière. Si vous allez chercher la volatilité, on a fait un moins 43%. Donc là, on commence à jaser, on se rapproche des 50% de retracement. Donc là, imaginez les liquidations qu'on a vues, parce que si vous êtes sur un effet de levier x2, d'accord, donc vraiment ultra safe pour les gens qui prennent du levier, vous n'êtes même pas sur du x3, et ben 50% de retracement, ça y est, on vous a sorti du marché. Donc en fait, là, on a vraiment cleané le marché de tous les spéculateurs qui utilisaient l'effet de levier. Donc pour ceux qui sont en spot comme moi, pas de souci, on regarde ça, on prend de la distance. BIM, bon, alors pareil, BIM, on a eu bon, moins 38, c'était moins violent. BIM, super intéressant, c'est un projet qui est en train de migrer là pour devenir un projet Layer 1. Donc je pense qu'il y a pas mal de news là qui s'en viennent sur ce projet-là, ça va être intéressant. Alors les deux projets, je crois, qui ont le mieux performé, c'était AV et Link. Alors je vous dis performé, ils sont dans le rouge quand même, mais on voit qu'on a eu une correction de 25%, donc là, il a quand même bien tenu. Et AV, je l'ai juste là, on va voir, AV, vous voyez, il a bien tenu. On a clôturé avec seulement 13% de correction, donc c'est vraiment pas mal. Et on voit que là, il est déjà bien reparti, on est à 7% déjà aujourd'hui, là, 11h30 heure de la France. Je pense que ça sera pas long avant qu'il fasse un nouveau plus haut et qu'on efface complètement la perte de la semaine dernière. Après, on a eu au niveau des meme coins quand même des corrections importantes. Si on va voir par exemple PP, bon, vous savez que je suis positionné sur PP. euh, Relativement confiant quand même sur ce qui s'est passé. Alors oui, on est descendu quand même à moins 40% à un moment donné, mais on a clôturé à moins 26%. Et on voit surtout en journalier
petite parenthèse là sur PP au niveau graphique, que bah, cette ligne violette que j'ai tracée, c'est le plus haut qu'il était venu chercher au mois de mai, hein. Vous vous rappelez le rallye qu'on avait eu avant l'été interminable. Et ben là, on voit que vraiment ce support joue son rôle. Alors on est descendu très bas, mais ensuite on a remonté, hein. Là, c'était vraiment la journée, le vendredi, le coup de grâce, où je pense que les dernières personnes se sont fait liquider ou ceux qui ont racheté trop vite en effet de levier. Et ensuite, bah là, ça fait plusieurs jours qu'on est en train de consolider là-dessus. En plus, bah, après, vous avez, je ne vais pas en reparler, je vous renvoie vers la vidéo de la semaine dernière, mais pas mal de news là sur PP qui sont intéressants, avec Elon qui commence à en parler de plus en plus. Si vous allez voir aussi au niveau du taux de croissance, je vais vous montrer ça juste après, la communauté de PP sur Reddit est en train de grossir très très vite. Il y a Mog aussi. Alors Mog, super intéressant parce que pour le coup, là, on a eu vraiment un beau prix d'entrée hier. Donc là, la grosse bougie, c'était le listing sur Coinbase, donc c'est pas rien quand même. Et là, on a eu une correction, donc on a complètement ravalé finalement la bougie de Coinbase et on a eu moins 32%, hein. Et là, on voit qu'il est en train de repartir, on est à 5% de hausse aujourd'hui. Voilà, bon, je ne vais pas tous les faire, ça vous donne un petit peu les idées. Alors en fait, les grands gagnants, hein, on a eu Sui. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Bon, Sui s'en fout, il y a pas de baisse. Ce projet-là, c'est juste dingue. Seulement moins 10%. Après, on a Hype. Bon, Hype, vous en avez sûrement entendu parler, c'est un nouveau projet. C'est officiellement le plus gros airdrop qu'il y a jamais eu en crypto-monnaie. Il y a des gens qui se sont fait airdropper avec la hausse du token, l'équivalent des fois de plusieurs millions. Donc c'est vraiment dingue. Donc forcément, il y a une énorme spéculation sur le projet en ce moment. Donc les gens ont racheté la baisse et on voit que bah, lui, il a fini avec 19% de hausse. Quand tout est dans le rouge, en fait, si on va voir en journalier ou même en 12 heures pour que vous voyez bien, la baisse, en fait, vous allez à peine la voir. Elle était donc là, c'était le jeudi, vendredi, bah c'est ça c'est la baisse. Bon, il s'est rien passé quoi. Et vendredi, dès le matin, paf, on est venu clôturer au-dessus. Bon, là, on est redescendu un petit peu hier, mais voilà, c'est quand même assez impressionnant. On a Ena aussi, qui est un projet qui avait très bien performé dans les dernières semaines. Bah, là, on voit que les gens en ont profité là pour racheter la baisse. Donc ça, c'est intéressant. C'est le genre de projet aussi que vous voulez potentiellement trader, parce que quand le marché va repartir dans la direction, là, quand ça sera clair pour tout le monde que voilà, le dip est passé et qu'on part sur la prochaine jambe haussière, ben, souvent les projets qui ont le mieux tenu la baisse, c'est ceux qui vont le mieux performer. Donc voilà, je ne vous dis pas de les mettre dans votre bag si vous en entendez parler pour la première fois, euh, ou d'avoir d'un coup des grosses convictions parce qu'ils ont bien tenu une baisse, c'est pas ce que je dis. Rappelez-vous, Pépé, lors de la correction précédente, je vous avais dit, avec clôturé dans le vert, malgré tout, on voit là que dans la correction de la semaine dernière, il a bien baissé. Donc je ne suis pas en train de vous dire qu'ils vont plus jamais baisser, mais ça peut être quand même un signe intéressant, ou pour dire, bah là, je vais étudier ces projets parce que je ne les connais pas, et il semblerait qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe dessus, ou éventuellement, vous êtes trader et vous voulez jouer un petit peu sur la volatilité et prendre quelques paris, eh bien, ça peut être intéressant. Donc il y avait ça, il y avait AXBT aussi, qui est tout ce qui touche aux agents AI, donc aussi qui a bien terminé la semaine, bah, bien terminé dans le rouge, mais seulement 10% pour un projet qui est assez peu capitalisé, c'est très impressionnant. Et là, on voit qu'il est reparti dardard ce matin avec déjà presque 9%, donc je pense que c'est pareil, on va venir faire un plus haut, si c'est pas dans la journée, à mon avis, dans la semaine. Voilà, bon, je pense que ça fait le tour là-dessus. Alors, on va aller faire un tour sur Twitter, parce que vous savez, je vous partage toujours des news. Mais avant ça, je voulais juste vous montrer que au niveau du Fear and Greed Index, on est quand même bien redescendu. On est rendu à 62, donc quand même intéressant, hein. On voit que le marché a bien débuzzé. Et puis si on regarde au niveau donc Top Performer Weekly, je vais être sûr de ne pas en avoir manqué. Ah oui, alors c'est vrai qu'on a eu Pengu aussi, donc ça c'est pareil, un projet Memecoin, je crois qu'il y avait un airdrop si je dis pas de bêtises. J'ai pas trop creusé le projet, mais j'en ai beaucoup entendu parler sur les réseaux. Après on a Move, c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler aussi. Hyperliquid, on en a parlé. Après ça c'est du stablecoin. Et puis on a ENA qui est pas très loin. Bah, non, ça c'est le stablecoin de Ethena. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bon voilà, après ça descend, XRP, celui là, etc. Bon, voilà. Et puis si on regarde d'ailleurs, ça pourrait être intéressant, celui qui a le plus perdu dans les 7 derniers jours, et ben on a Stacks. Ok, intéressant. Donc Stack, Aptos. Alors Stack, c'est un projet de layer 2 sur Bitcoin. Aptos, c'est un compétiteur de Sui qui a d'ailleurs une tokenomique plus intéressante. Je vois beaucoup de gens qui sont en train de faire un arbitrage là-dessus, qui sont en train de prendre leur profit sur Sui pour rentrer sur Aptos, donc intéressant.
DYDX, ben, c'est un compétiteur de Hyperliquid, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont migré à mon avis, ou en tout cas qui ont anticipé ça au niveau spéculatif. Après, on a Memecoin, on a WIF. C'est vrai que WIF, il se comporte un peu moins bien là dans les dernières semaines. On voit que Bonk est beaucoup plus intéressant au niveau graphique. Si vous cherchez un top projet Memecoin sur Solana, autant j'ai beaucoup eu WIF dans les derniers mois, j'aime beaucoup ce projet, je pense qu'il peut encore bien monter, mais si je regarde et j'analyse vraiment la force du projet au niveau graphique, au niveau résistance aux baisses et au niveau news éventuellement de ce qui se passe, je vois que Bonk est plus intéressant. Bonk a d'ailleurs été listé sur Robinhood, donc ça c'est quand même intéressant. Et puis là il y a un gros burn des tokens au mois de décembre, donc on va baisser le supply, ce qui va permettre de faire monter le prix aussi mécaniquement, donc ça va être important. Phantom, on voit ABC, voilà, Gala, après c'est un peu du gaming, tout ça. Bon, ok, intéressant. Après, ce que je voulais vous montrer, c'était le funding rate heatmap. Donc là, on voit, on est retour dans le vert. Donc rappelez-vous, c'est quoi le funding rate heatmap? Bah, c'est tout simplement finalement la température du marché en termes de spéculation. Si vous voyez du jaune, du orange, du rouge, bah, c'est que vous avez des gens qui sont sur des gros effets de levier, et là, le marché est en surchauffe. Et là, on voit qu'on a complètement cliné. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a cliné déjà depuis le 9 décembre, donc c'est pas seulement la semaine dernière. Donc c'est pour ça que la baisse de la semaine dernière, honnêtement, moi je la voyais pas venir de cette ampleur-là, même si on sait qu'il y a toujours une grosse baisse comme ça qui nous pend au nez. Je m'attendais pas à la voir maintenant, honnêtement, je m'attendais à la voir un peu plus tard en janvier. Mais bon, le marché fait ce qu'il veut, hein, on s'adapte par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on est vraiment reparti sur des bonnes bases. Alors, je voulais vous partager deux trois trucs, notamment ici un post de Gel. Donc là, j'aime beaucoup cette personne-là, je la suis, je vous recommande aussi de suivre si vous voulez vraiment la big picture. Là aussi, il a d'ailleurs une stratégie de sortie qui est ultra intéressante, ultra simple. Donc voilà, j'en profite pour vous parler aussi des comptes que je suis. Et là, il nous partage quelque chose d'intéressant en fait, c'est la performance, on voit ici de Bitcoin, son retour donc en moyenne hein, sur le Q1, donc là vous avez chaque année, puis après vous avez l'average, on voit que Bitcoin a une performance de 56%, alors on a quand même eu des années hein, où c'était rouge, donc il faut regarder les années où on était en cycle baissier et les années où on était en cycle haussier, mais effectivement, en tout cas, les deux derniers Q1, donc 2023-2024, ça a été vert. Donc, on verra pour 2024. Mais ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est de voir que Ethereum, au premier Q1, au Q1, pardon, a une performance moyenne plus importante que Bitcoin. Et donc ça confirme notre hypothèse. Donc, vous voyez, on essaie d'avoir une hypothèse sur le marché et après, on cherche des éléments qui vont la confirmer ou au contraire la démentir. Mais en fait, ça va dans le sens de ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'on devrait avoir une baisse de la dominance Bitcoin et Ethereum devrait reprendre de la force, du pouvoir et de la liquidité. Donc, en tout cas, c'est intéressant parce que statistiquement, on voit que c'est bien le cas. Donc, très intéressant. Et si on va voir juste, je voulais vous en montrer un autre. Je pense que je l'ai mis. Ah, je ne l'ai pas mis. Ah voilà, il est là. Toc. Voilà. Donc il y a Crypto Fuego aussi, très bon compte, si vous êtes plutôt dans la sphère francophone, je vous le recommande. Et pareil, il a partagé ici, donc très intéressant, l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Alors attention, c'est un graphique très long terme. Chaque bougie que vous voyez, donc chaque rectangle vert ou rouge, ça représente 3 mois, donc c'est vraiment du très très long terme. Et on voit que décembre 2016 ici, on avait fait le bottom et ensuite on est parti. C'était ce qu'on appelait la all season. Décembre 2020, même chose. Décembre 2024, est-ce que ça fera exception ou de la même façon, est-ce qu'on aura la all season? À noter aussi qu'on voit qu'on est dans un triangle descendant, alors c'est pas dit qu'on casserait pas le triangle un jour, mais on voit que la volatilité finalement des all season se réduit d'année en année et c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on expliquait, plus le marché est mature, plus il y a de la liquidité et moins on aura des mouvements erratiques et débiles comme on a eu par le passé. Donc voilà, ça c'est intéressant, ça confirme un peu ce qu'on voit ici. Alors après, la fameuse question, quand même, c'est le sujet de la vidéo, est-ce que le bull run est terminé? Alors je vous recommande, j'en ai déjà parlé, Virtual Bacon, pour moi c'est un des plus sérieux vraiment, et puis j'aime la façon dont il explique les choses, c'est très simple. Donc vous avez une vidéo YouTube, je vous invite à aller la voir si vous voulez vraiment le détail complet. Mais ok, il y a Google qui traduit, je me demandais pourquoi il écrivait en français.
Donc voilà, mais sinon vous l'avez le thread en anglais, donc là vous avez le détail complet. Je vais vous résumer ce qu'il nous dit, mais en gros, on va revenir quand même sur, ce qui s'est passé avec, Jérôme Powell, hein, parce que c'est là que le marché a corrigé. En fait, ce que Jérôme Powell a dit, c'est qu'il y allait avoir, une baisse, ça tout le monde l'attendait, des taux d'intérêt, donc là, imminemment. Par contre, il disait que l'année prochaine, il allait ralentir les baisses, des taux d'intérêt et qu'au niveau de l'inflation, je crois qu'en ce moment, on est à 2,75%. Je rappelle que ouais, c'est ça ici, 2,75%. Je rappelle que l'objectif de la Fed, c'est les 2% au niveau de l'inflation, hein, on ne veut pas 0% d'inflation. Rappelez-vous que les banques centrales veulent détruire la monnaie fiat. Bon, c'est peut-être un peu exagéré de le dire comme ça. En vérité, il peut y avoir un intérêt au niveau de la croissance d'un pays d'avoir un peu d'inflation. Donc c'est l'objectif. Par contre, comprenez bien que, ça veut dire que si vous avez, de la monnaie fiat, eh bien, elle se dévalue avec le temps et 2 ça a pas l'air de grand chose, mais sur, 20 ans, c'est, énorme. C'est 50 je crois. Il faudrait que je refasse les calculs, mais, c'est énorme. 50 de ce que votre monnaie valait 20 ans plus tôt. Et ça, c'est quand on a les 2. Vous savez que dans les dernières années, on n'était pas à 2. On est monté beaucoup, beaucoup plus haut. Donc c'est sûr que tout, en fait, va se jouer par rapport à ça. Et là, on voit que les investisseurs, alors, on est en fin d'année, il y a eu des prises de profit, on a eu des performances incroyables sur le marché des cryptos, donc c'est pas étonnant qu'il y a eu des prises de profit. Après, pour un point de vue fiscal, je sais qu'il y a des compagnies qui vont vendre pour éventuellement, s'ils ont certaines pertes, les enregistrer pour pouvoir les récupérer, les déduire de leur profit de l'année d'après. Donc, des fois, ils vont sortir en fin d'année pour re-rentrer l'année suivante. Donc ça, c'est à considérer. Mais on voit surtout que, à court terme, en fait, les gens étaient un peu inquiets de dire: «Ah bah mince, on va pas réimprimer tout de suite», en fait. Parce que c'est ça que ça veut dire. Quand on baisse les taux d'intérêt, on va réimprimer et quand on réimprime, bah, il y a la liquidité qui va aller, sur les marchés et donc du coup, en fait, retenez que quand les taux d'intérêt sont bas, eh bien, vous allez avoir les assets à risque qui vont avoir tendance à surperformer parce que les gens se disent: «Bah là, l'argent est pas cher, donc on en profite» et puis à l'inverse, quand les taux d'intérêt remontent, eh bien, vous pouvez aller avoir des pourcentages qui sont plus importants en prenant des paris moins risqués. Donc c'est ce que les gérants de fonds vont faire. Ils vont dérisquer et c'est là que Bitcoin généralement et tous les assets à risque vont corriger énormément. Donc on dit d'ailleurs qu'en termes de corrélation, Bitcoin est l'asset le plus corrélé finalement à l'imprimante. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on imprime, eh bien, Bitcoin s'apprécie. Et donc forcément, là, si Jérôme Powell dit ben, peut-être qu'on va ralentir un petit peu, voilà, certaines personnes ont été un peu inquiètes de ça. Mais ce que rappelle Virtual Bacon, est ultra important, c'est qu'il dit vous voulez pas non plus voir une baisse trop rapide et trop drastique du taux d'intérêt, parce que si on regarde historiquement quand c'est arrivé, derrière on se pognait une récession. Et c'est normal, ils le font pas pour rien. Donc s'ils se sentent obligés de baisser trop vite les taux d'intérêt, en vérité, c'est peut-être une bonne nouvelle à très court terme, mais déjà même à moyen terme, c'est une très mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que l'économie est dans une situation délicate et qu'ils sont obligés d'intervenir au risque bah, voilà, de continuer de détruire la monnaie un peu trop vite. Donc voilà, ça c'est important, donc il le rappelle, en vérité c'est ce qu'on veut voir, on veut voir des taux d'intérêt qui baissent, certes, mais qui baissent progressivement, tranquillement, au cours de l'année suivante, et ça sera vraiment le terreau fertile pour un bull run en 2025 qui devrait être assez impressionnant et pas seulement sur la crypto-monnaie, sur le SP500, sur toutes les actions américaines. Donc voilà, je pense que 2025, ça va être malade. On va voir ça, on va suivre ça ensemble. Mais intéressant donc de voir que finalement, bah, peut-être que les gens ont interprété un petit peu trop vite ce qui s'est passé. Et en vérité, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si on a eu cette baisse à court terme. Voilà. Sinon, il dit que les autres métriques sont stables en ce moment, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et puis, il nous rappelle que de toute façon, si on regarde, donc ça c'est un site web pour aller voir pour le fun, donc c'est usdeadclock.org, vous avez en temps réel, donc là c'est une photo, ça bouge pas, mais en fait en temps réel, vous voyez la dette américaine qui augmente. Et honnêtement, ça fait un peu bader. Vous vous rendez compte à quel point le gouvernement américain est endetté, et il n'y a pas que les États-Unis, mais les États-Unis, ça commence à arriver à des niveaux qui sont vraiment impressionnants. Donc de toute façon, ils n'auront pas le choix d'imprimer, parce que sinon le poids de la dette sera beaucoup trop important, et donc ça c'est ce qui nous rappelle ici. Et au moment où ça va arriver, par exemple, vous pouvez être certain que là, on va avoir notre all season. Bon, je m'éternise pas plus là-dessus. Alors, j'ai partagé aussi un post de Route de FI. Alors ça, c'est un compte que je suivais pas. Je le suis depuis la semaine dernière, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal d'abonnés, qui étaient suivis par beaucoup de personnes que j'aime bien. Donc, je suis allé voir un peu ce qu'il fait et c'est intéressant. Et là, il a posté ça que je trouvais super intéressant, en fait. Donc, c'est une question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. C'est, mettons, vous avez compris, c'est pas la vision que j'ai du marché parce que voilà, j'ai expliqué pourquoi, mais mettons
que là, on est atteint le top de ce cycle haussier. Ça y est, c'est terminé. À partir de là, on part en marché baissier. Est-ce que vous seriez content avec les gains que vous avez sécurisés? Et quand vous regardez les commentaires, c'est drôle parce qu'on voit que les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas cette question-là parce qu'ils se disent: «Mais de quoi tu parles? Voilà, moi, c'est pas monté encore assez, c'était ça, le mouvement parabolique dont tout le monde parlait», et on voit qu'il y a pas mal de haine sur, la question, et j'ai trouvé ça intéressant parce que oui, on n'aime pas lire ça parce qu'on se dit: «Mais attends, non, c'est pas fini, dis-moi pas que c'est fini maintenant». On n'a pas envie de le croire, mais en vrai, ça pourrait arriver. Alors je vous dis pas ça pour créer du FOD, absolument pas, parce que comme je vous dis, moi je suis complètement positionné et j'ai toujours pas pris de profit. Mais c'est une question que j'ai trouvée intéressante parce que je me suis dit: en vrai, ouais, si là c'est le top du marché, je suis mal». Alors clairement, si, le marché, me dit, parce que là c'est pas le cas, comme je vous dis, c'est pas le cas, graphiquement et au niveau, fondamental et au niveau cyclique, en tout cas, il y a trop peu d'éléments pour dire que c'était le top du marché. Mais si c'était le cas, clairement, ouais, ça serait compliqué. Donc posez-vous cette question dès maintenant, parce que plutôt que d'éviter cette question, je trouve important de voir la réalité en face et de vous dire: «Ouais, en fait, est-ce que je prends assez de profit?» Et cette question-là, si je vous la pose dans un mois ou dans 2 mois, parce que moi je vais vous dire que je serai pas mal sorti à ce moment-là, est-ce que vous allez être à l'aise avec cette question? À la limite, posez-la vous toutes les semaines pour être sûr que, vous prenez des profits et que vous tombez pas dans cette complaisance finalement, du marché haussier où, on s'habitue finalement à voir les choses monter et puis qu'à chaque fois que ça corrige, c'est buy de dip. Alors attention, là on est sur le premier gros dip finalement, de la dernière phase du cycle, mais on est déjà dans la dernière phase du cycle. Donc si vous êtes là depuis, l'année dernière ou même, il y a 2 ans, vous êtes rentré dans le bear market, impeccable. A priori, vous êtes comme moi, vous avez déjà des beaux profits que vous pouvez sécuriser dès maintenant ou attendre encore un petit peu, comme moi je fais. Mais pour tous ceux qui sont rentrés là dans les dernières semaines ou dans les derniers mois, vous avez peut-être rentré quand on a eu le gros pump avec l'élection de Trump. Pensez que vous arrivez tard dans le cycle et qu'il va falloir sécuriser vos gains si vous voulez pas vous faire avoir. Donc voilà, je voulais vous rappeler, cette petite question importante. Et puis, sinon, petite news, que j'ai vu passer ce matin. Alors, c'est pas une news officielle, c'est de la grosse spéculation, mais c'est intéressant. Ça fait 2 fois que Binance, poste, donc le compte Binance sur Twitter, «Made it through the weekend», bon voilà, par rapport à la baisse. Et puis, GM, on dit toujours ça sur, Twitter, GM, good morning. Mais là, on voit le petit doigt comme ça. Alors, il n'y a pas le petit chat qui rigole. Donc, en fait, quand vous investissez dans les meme coins, c'est important de creuser un petit peu la culture derrière le meme coin. Donc, allez sur Reddit, allez sur Twitter et regardez un petit peu comment les holders, finalement, ils communiquent entre eux. Et généralement, vous avez des emojis. Donc, c'est pour ça que moi, j'avais remis la petite grenouille, le petit doigt et le chat. Parce que c'est les deux meme coins que je trouve les plus intéressants pour ce cycle-là. Et je pense qu'ils vont performer très très bien. Donc, PP, beaucoup plus capitalisé, mais qui, à mon avis, voilà, c'est le meme coin de ce cycle-là. Il va, à mon avis, flipper Shiba très très vite. Je pense pas qu'il flippe Doge, mais on va s'en rapprocher, ça va être intéressant. Et puis Mog, là, c'est un pari beaucoup plus spéculatif, parce qu'en termes de capitalisation, on est même redescendu en dessous du milliard la semaine dernière. Par contre, attention, Mog, la communauté, elle est ultra agressive. Alors, je veux pas que vous le preniez dans le mauvais sens du terme, mais ils sont très actifs et ça, je trouve ça vraiment cool. Ils sont drôles aussi, moi ça me fait rire, mais bon après, prenons un regard de trader et rentrons pas trop dans ce détail-là. Mais c'est intéressant de voir que voilà, la communauté, elle est en train de grandir à une grande vitesse et qu'il y a cette façon donc de communiquer. En plus, Mog a été listé sur Coinbase avant bien d'autres projets. Donc en fait, c'est le premier chat listé sur Coinbase, si je dis pas de bêtises. Donc généralement, quand Coinbase liste un projet, Binance est pas loin derrière. Et là, ça fait 2 fois qu'ils teasent sans le dire concrètement, mais en même temps, pourquoi tu mets ça? Le petit doigt. Donc je pense que, voilà, il pourrait y avoir un listing, attention, grosse spéculation, j'en sais rien du tout, hein, ça fait vraiment partie de la game, mais de toute manière, moi, c'est un projet qui m'intéresse, sur lequel j'étais déjà positionné, qui graphiquement est intéressant. Donc voilà, voir ce genre de news-là, ça permet de créer un petit peu la rumeur et à mon avis, ça pourrait être un gros catalyseur. Là, si Binance list Mog, je pense qu'il va monter relativement vite. Alors il y a 2 autres choses que je voulais vous montrer rapidement avant de finir l'épisode. La première, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai dit que si je devais rentrer sur le marché aujourd'hui, je prendrais position sur les 2 narratives qui ont le mieux performé, meme coin et intelligence artificielle. Et dans ces narratives-là, je prendrais les projets suivants, PP et Render. Donc pour le fun, j'ai créé un tableau. Donc là, je ne l'ai pas fait pour hier, mais je vais m'en occuper tout à l'heure. Donc comme ça, à partir des semaines suivantes, on pourra faire le suivi.
mais je suis parti avec l'hypothèse qu'on avait 1000 dollars investis en PP et en render. Donc là, on est en baisse là, sur la première semaine. On va pouvoir voir, c'est intéressant en tout cas, en 3 mois, en arrivant finalement relativement tard dans le cycle, en attendant que les cartes soient jouées et que ben, on voit quels sont les narratifs qui ont marché et on voit quels projets se sont démarqués au sein de ces narratifs-là, ben, est-ce qu'on est capable d'aller chercher une performance intéressante? Donc c'est pas un nouveau 20x challenge comme j'ai déjà fait sur la chaîne, mais voilà, c'est une petite question que je me posais comme ça, de voir ce qu'on serait capable d'aller chercher comme performance. Donc c'est vraiment juste pour le fun hein, que je fais ça. Donc je suis déjà investi en PP. Render pour l'instant je suis pas positionné, mais j'aimerais reprendre une position dessus. Il a bien baissé d'ailleurs, comme je vous disais, donc je vais voir, là, je vais peut-être faire ça cette semaine. Donc voilà, je voulais juste vous dire que j'ai créé ce tableau et que je vais le mettre à jour, donc comme ça on pourra rapidement regarder ce qui se passe chaque vidéo crypto hebdo. Et puis, donc j'avais commencé à faire une analyse, donc là c'est vraiment par rapport aux meme coins, j'ai noté tous les meme coins qui m'intéressaient, hein, qui étaient assez capitalisés, donc vous avez les classiques Doge, Shiba, Floki, et ensuite bah, les meme coins qui m'intéressent plus, PP, Mog, Bonk, Brett, WIF et Popcat. Et en fait, j'ai fait donc ce qu'on appelle un snapshot. Donc j'ai regardé au jour du 20 décembre 2024 les statistiques, c'est-à-dire de voir quel est le nombre d'abonnés sur ces projets-là, à la fois sur Twitter et à la fois sur Reddit. Et ensuite, on va pouvoir voir comme ça la croissance de ces communautés-là. Alors en fait, je l'avais déjà fait il y a 2 semaines, mais je ne l'avais pas fait sur tous les projets. Je l'avais fait sur PP, Mog, Bonk, Brett, je crois seulement. Et ce qui en ressortait, c'est que Mog était la communauté qui avait le plus grossi avec 12% de hausse et PP c'était 10%, alors que par exemple Brett je crois que c'était 7 et Bonk c'était 3%. Donc ça pour moi c'est une façon de documenter un petit peu l'arrivée des retail et je pense que Twitter et Reddit c'est vraiment les deux réseaux sociaux les plus adaptés pour voir ça. Reddit à mon avis c'est même encore plus retail et on voit qu'il s'était pas passé grand chose sur Reddit jusqu'à voilà quelques semaines et là on voit que bah, les communautés sont en train de grossir très très vite. Donc je trouve ça super intéressant. Donc là, vous avez le nombre d'abonnés, par exemple. Donc là, bon, Today Snap, c'est la même chose, mais là, je mettrai à jour. Et comme ça, on pourra voir la variation semaine après semaine. Mais on a déjà, on voit 30 000 personnes sur Reddit pour PP. On est à 717 000 sur Twitter. Et comme ça permet de regarder. Donc là, quand on regarde les gros Doge, ouais, bien sûr, ils sont bien avant. Shiba aussi, parce qu'ils ont un cycle d'avance. Mais ce serait intéressant de voir à quel moment, par exemple, on aurait peut-être un switch de PP par rapport à Shiba. Et on va le voir non seulement sur le prix, mais aussi sur la communauté derrière. Et ça peut nous permettre de gager un peu est-ce qu'il reste de la place? Est-ce qu'il y a encore, est-ce qu'on est au même niveau finalement d'arrivée des retail que sur voilà, le projet comparable, le cycle dernier. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais en gros, c'est quelque chose que je viens de mettre en place qui va nous permettre de traquer la croissance de ces communautés-là et je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc je vais finir en vous souhaitant à tous un joyeux Noël, hein. Donc vous voyez, c'est pour ça en fait que ça a baissé la semaine dernière. C'était vraiment pour faire ce beau sapin de Noël. Donc merci à vous, en tout cas à tous ceux qui me suivent semaine après semaine, qui prennent le temps de laisser un like, de commenter. Franchement, ça me touche à chaque fois. Si vous venez de rejoindre la chaîne, bah, bienvenue. On va se voir normalement une fois par semaine. J'essaie de tenir cet engagement-là. En tout cas, sur le cycle, ça c'est sûr que je vais vraiment vous accompagner jusqu'au bout. Je vous partage tout ce que je fais, vous le voyez, mes recherches, mes positions, dans l'idée que bah, ça vous aide. Idéalement, c'est vraiment ce que je souhaite pour vous, que vous réussissiez ce cycle-là. Rappelez-vous que la plupart des gens, malheureusement, perdent tous les profits qu'ils font dans un marché haussier. Donc moi, c'est vraiment mon objectif sur cette chaîne, c'est de détruire cette statistique des 90% de perdants. Donc j'aimerais que 100% des gens qui sont abonnés à ma chaîne finissent dans le vert ce cycle-là. Ce serait juste incroyable. Donc d'ailleurs, si vous voulez me le dire en commentaire, est-ce qu'en ce moment, vous êtes en gain sur le marché? Est-ce que vous avez déjà pris des profits? Je suis vraiment intéressé de le savoir. Donc sinon, je vous souhaite du coup une bonne semaine. Honnêtement, peut-être détachez-vous des graphiques. Je pense pas qu'il va se passer grand-chose dans les prochains jours. Si c'est le cas, de toute façon, je partagerai sur Twitter, on en reparlera lundi prochain. Mais profitez de votre famille, relaxez. Je pense que le début de l'année prochaine va être assez agité, que ça sera important de venir bien reposer, d'avoir un maximum d'énergie. Merci encore, joyeux Noël à tous, prenez soin de vous et on se revoit lundi prochain pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.